Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes sur Méridien Zéro, une émission RBN France. Ce soir, c'est le lieutenant Sturm à la barre pour animer une émission consacrée aux stratégies de l'attention au pluriel, histoire et actualité. Alors, j'ai avec moi dans le studio, outre Lord Sergueï, qui est toujours le grand maître de la technique, Monsieur K qui nous revient, qui était passé voilà quelques semaines pour nous éclairer un petit peu sur la crise économique. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et puis Monsieur Pascal Lassalle, notre ami PGL et ses chroniques non moins mythiques, présent également avec nous pour animer cette émission. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous avons donc décidé de parler des stratégies de l'attention en résumant histoire et actualité. Quand on évoque, je m'adresse à tous les deux, vous prenez la parole quand vous le souhaitez, l'un après l'autre, il n'y a pas de souci. Quand on évoque le mot stratégie, enfin l'expression stratégie de l'attention, qu'on la tape sous Google ou qu'on l'évoque dans un cénacle un peu politique, c'est tout de suite le mot Italie. Année de plomb, années 70-80, un petit peu la Belgique, les mots comme Gladio, l'OTAN, voilà les grands ressorts pour la plupart des gens. Donc il faudrait peut-être un peu affiner cette grille. Alors, stratégie de l'attention, qu'est-ce que ça recouvre ? Et comment naissent les stratégies de tension ? Alors, stratégie de tension, quand et comment ? Ouais, c'est vrai que comme tu le dis, ça nous renvoie tout d'abord à un exemple historique précis, à une période bien limitée et balisée. C'est l'exemple de l'Italie, avec une période donc qui s'est étendue on va dire grosso modo de la fin des années 60, l'extrême fin des années 60, jusqu'au première moitié des années 80, durant laquelle il y a eu toute une série d'événements, de montées aux extrêmes, avec une violence de type terroriste que certains ont apparenté à une sorte de guerre civile larvée, qui a déchiré donc l'Italie et entretenu justement donc un climat délétère et un climat propice, justement à diverses manipulations et implications de centrales diverses. 25 ans, tu parles quand même ça fait 20 ans, quoi, pratiquement 20 ans de tension. Est-ce que seule l'Italie a été touchée ? Non. Sur le plan européen, par exemple. L'Italie, l'exemple le plus connu. Il a focalisé un peu les attentions, mais il y a eu quand même des émanations périphériques qui peuvent s'inscrire aussi dans ce paradigme de la stratégie d'attention, notamment la Belgique. On se souvient des fameux tueurs du Brabant qui ont semé la terreur pendant plusieurs semaines et avec des motivations, des raisons qui n'étaient pas très claires, en tout cas qui ont défrayé la chronique et qui ont suscité pas mal de littérature et d'hypothèses à ce sujet. Est-ce que la France a été touchée, Monsieur K ? Eh bien, on peut dire cette période-là, on peut dire que la France en fait a été épargnée, mais une fois qu'on aura approfondi le cas italien, peut-être qu'on pourra éclairer un peu sur le cas français. Je crois qu'une des grosses différences qu'il y a avec la France, c'est que à l'époque, la France était une nation qui était bien en main des services de police, des services de renseignement. Alors oui, il y a eu des initiatives parallèles à ce qui s'est produit en Italie. Donc le projet Gladio, enfin le réseau Gladio, avait son équivalent en France. C'est-à-dire un réseau qu'on appelle Stay Behind, de troupes préparées par avance par les organisations de l'OTAN, en particulier par le SHAPE, donc le haut commandement des forces alliées de l'OTAN, en vue d'une hypothétique invasion soviétique. Ensuite, ces réseaux se sont autonomisés des premières motivations qui les ont montées. Ce qui est fondamental et pour nos auditeurs, ce qui doit leur permettre de bien comprendre comment s'est construit le phénomène, c'est qu'est-ce qui motive la mise en place de ce maillage sécuritaire, et qu'est-ce qui motive la préparation et l'exécution de stratégies de tension. Voilà. Au cœur de tout ça, il y a le bloc soviétique. Il y a la peur de l'invasion russe. Il n'y a pas que la peur de l'invasion russe. Il y a aussi des diverses stratégies de plusieurs centres de pouvoir qui, à la fois pour perpétuer leur propre domination et ensuite pour s'inscrire plus ou moins dans un registre de guerre froide, vont
commanditer des événements qui visent à entretenir un climat de terreur, d'insécurité permanente dans la société à travers des massacres et des actes terroristes et pourquoi, qui apparaissent venus un peu de nulle part et après qui vont être pourquoi attribués. À partir des années 60 ? Parce qu'on entre dans la guerre froide, parce qu'il faut changer les modalités, parce que les oppositions ne sont plus ouvertement armées, bloc contre bloc. Non, mais il y a en fait des implications à la fois internes. Donc de la part, là je parle du cas de l'Italie par exemple, de plusieurs centrales de pouvoir italiennes, parce que l'Italie aussi, il faut quand même rapidement y revenir, c'est l'exemple même d'un État à souveraineté limitée, et qui a été érigé en tant que tel après la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir par exemple que les services secrets italiens, que ce soit les services secrets militaires ou les services secrets intérieurs, sont une succursale de la CIA, mais qui ont été fondés en tant que tels. Donc déjà, l'Italie ne disposait pas d'un tel instrument de souveraineté. Je t'interromps Pascal, ça sous-tend, ton propos sous-tend le fait, et je me tourne aussi vers Monsieur K, que à l'invasion du 6 juin, parce que c'est comme ça que les Américains l'appellent, d'invasion, au débarquement, il y a déjà des plans. On descend avec des valises prêtes et on dit, l'Italie sera mise en coupe réglée, la France aussi. Oui. Voilà ce qu'on va organiser sur le territoire européen ruiné. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les Américains ne viennent pas, comme la propagande le dit, simplement ramener la liberté sur le continent, mais ils viennent aussi mettre en coupe réglée tous les pays européens qui sont à genoux. En tout cas, pour l'Italie, il y avait des plans. Ça, c'est évident. Maintenant, pourquoi plus l'Italie que la France ou la Belgique? Non, mais l'Italie, en fait, tout cela se mêle aussi à des réalités historiques. C'est-à-dire que l'Italie est un État récent. Donc une État-nation récent fondée dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec le Risorgimento. Et en fait, c'était le vingtiennio fasciste qui avait été la première longue période de consolidation d'un véritable État italien. Donc en fait, il y avait une tradition nationale et unitaire très récente, et très fragile d'ailleurs, et qui le reste toujours aujourd'hui malgré tout, Oui. donc qui favorisait ce schéma, l'imposition de ce schéma, beaucoup plus qu'en France ou au Royaume-Uni, dans des vieux États constitués. Monsieur K, il y a un autre aspect qu'il faut... Il y a comme vous l'avez dit, des aspects internes, justement, de concurrence, de centrales de pouvoir qui se battent, en fait, d'abord pour préserver leurs intérêts, d'autre part pour gagner du terrain, face à des concurrents, souvent qui sont des amis politiques. Je veux dire, parfois, ce sont deux centrales dont on serait bien en peine de déterminer des orientations politiques très différentes. En revanche, il y a aussi des interventions extérieures. Il faut voir que la stratégie de l'attention s'inscrit, évidemment, dans le cadre du partage du monde, et plutôt que de dire que la stratégie de l'attention est le fruit d'une confrontation des deux blocs, elle est plutôt en fait c'est plutôt les étincelles de friction d'un accord de fond. Il y a un accord de fond entre les deux blocs, et la stratégie de l'attention contribue à maintenir les équilibres. On est sur les résultats de Yalta, là ? Tout à fait. Et puis c'est ce qu'on appelait naguère, notamment dans les années 80, avec la nouvelle droite, le condominium. Compte, on s'est mis d'accord, grosso modo, après il y aura bien sûr des petits entorses aux accords, mais dès 44-45, et surtout après 45, on s'est mis d'accord grosso modo sur les zones d'influence, leurs délimitations strictes, et l'Italie est rentrée dans ce cadre-là. Ensuite, on a joué un petit peu là-dessus, à essayer de maintenir les équilibres, on fait en sorte, par exemple, pour l'Italie, que le Parti communiste ne prenne pas trop d'importance, encore que, on va revenir sur le rôle du Parti communiste. Alors oui, justement, on revient sur cette Italie qui est le point central de la mise en place d'une stratégie de tension. Alors, pourquoi en Italie, et quel est le rôle du Parti communiste? Parce que ce qu'on nous vend, entre guillemets, dans la vulgarisation aujourd'hui historique, c'est la stratégie de la tension a été mise en place pour lutter contre un engouement populaire qui faisait prendre un essor important au Parti communiste et qui risquait de faire basculer l'Italie dans le camp de la République démocratique à la soviétique. Juste avant que Pascal ne reprenne, je voudrais juste rappeler à nos auditeurs qu'il faut ne pas perdre de vue que le Parti communiste italien est le premier parti communiste d'Europe occidentale. Oui, devant le Parti communiste français. Alors, il y a son frère jumeau, si on peut dire, le Parti communiste français, qui est juste derrière. Mais il faut imaginer ce que ça représente, c'est-à-dire c'est une contre-société dans un pays occidental qui est lui censé être donc ancré dans le bloc américain.
Et juste, c'est une des raisons pour lesquelles la stratégie de l'attention va devenir une nécessité. Oui, j'en parlais hier. C'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons, effectivement. J'en parlais hier avec un camarade. On oublie, et les jeunes générations ne doivent pas être condamnées pour ça, mais on oublie l'extraordinaire capacité d'invention des partis communistes français, italiens, entre autres, pour mailler la société. Le sport, la culture, les universités populaires pour les ouvriers le soir, les vacances. Mais c'était une véritable église politique et laïque. Oui. À l'époque, avec c'est une véritable, incroyable. comme tu dis, une très bonne, une contre-société. Pascal, quelques chiffres. Est-ce que tu aurais en tête un pourcentage, on va dire, électoral ou en tout cas un nombre de millions d'adhérents? Parce qu'on compte à l'époque en millions d'adhérents. Oui, bon, il y a plusieurs millions d'habitants et puis bon, d'adhérents. Dans les principaux scrutins, le Parti communiste faisait plus de 30% des voix. En Italie? En Italie, bien sûr. Et en France, c'était 30-31% dans l'immédiat après-guerre. Hein. Ouais. Voilà, après, on tombe sur des 20-25% en France. Oui. Voilà. Ouais. Non, c'était considérable. Ouais. Alors, ce qui est vachement intéressant à savoir, Vraiment. et c'est justement notre ami Gabriele Adinolfi qui avait développé cette thèse, qui a été un petit peu un des précurseurs, un des pionniers pour développer cette thèse dans son ouvrage Nouvelles années de plomb, paru aux éditions de l'Ancre en 2004, c'est que, contrairement au schéma en vigueur, le petit catéchisme largement développé par la gauche, 5 minutes, là, oui. voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait de compte, on a voulu freiner l'expansion du Parti communiste en recourant à la fois au réseau de l'OTAN, au réseau clandestin de l'OTAN, donc Gladio, les Stay Behind, ainsi que des éléments fascistes ou fascisants, donc qui auraient à la fois perpétré des tentatives de putsch, de coups d'État multiples au cours des années 60 et ensuite des actes de pur terrorisme, de pure terreur. Bon, contrairement à ce schéma simpliste et ce schéma encore en vigueur aujourd'hui, il semblerait que la stratégie des diverses centrales, notamment une partie de la CIA, notamment à la fin des années 60 et milieu des années 70, sous la direction de William Colby, qui avait sorti un ouvrage extrêmement intéressant en français, 30 ans de CIA, il y a eu une autre stratégie de la part de cette tendance, c'est-à-dire de neutraliser le Parti communiste en l'intégrant dans le jeu politique. Donc en fait, au contraire, on aurait favorisé l'intégration du Parti communiste, donc en neutralisant sa force subversive, ce qui n'avait pas échappé à de multiples associations d'extrême gauche, enfin de multiples groupes d'extrême gauche italiens, plus ou moins militaires, qui avaient bien vu que là, on tentait d'embourgeoiser au mieux le Parti communiste, au pire le neutraliser et l'intégrer dans le jeu politique du moment. Monsieur K. C'est d'autant plus vrai que si Adinolfi était le seul lunatique à tenir cette thèse, on pourrait ne pas s'y arrêter. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui était d'abord plongé au cœur de la tourmente, puisqu'il a été quand même persécuté, exilé pendant 20 ans, puisqu'on a essayé de mettre sur le dos de jeunes militants post-fascistes, enfin néo-fascistes, je sais pas comment on pourrait dire, enfin en tout cas de Terza Posizione, le massacre de Bologne. Mais, oui, mais surtout, il y a un autre auteur, mais dont Pascal nous dira sans doute un mot, Sanguinetti, qui lui est le situationniste, l'équivalent c'est le Guy Debord italien. Ils étaient d'ailleurs très amis, ils étaient en correspondance. Il a écrit un ouvrage extrêmement éclairant sur ces événements qui s'appelle Des dernières chances de sauver le capitalisme en Italie, sous le pseudonyme de Sansor. C'est en gros, pour raconter l'histoire rapidement, lui est un situationniste, donc disons d'extrême gauche, d'ultra gauche, d'ultra gauche, disons ça, voilà, d'ultra gauche, de la gauche critique, et il va se couler dans la peau d'un oligarque italien extrêmement cultivé. Donc voilà, citant Pétrone, citant Dante, etc. Et pour accréditer l'idée que l'auteur donc de ce véridique rapport serait un grand capitaliste italien, un homme responsable et qui va sans tergiverser dire les choses comme elles sont afin de pousser l'oligarchie italienne à se ressaisir et à mener les stratégies pour sauver le système. Et en fait, ensuite, quand le rapport sera publié, la presse et l'oligarchie va lui tresser des couronnes en disant c'est extraordinaire, quelle clairvoyance, et lui viendra dire voilà, je ne suis pas, Sansor n'existe pas, Sansor c'est Sanguinetti, et je vous ai bien piégé, vous êtes tombé dans le faux en fait, voilà, dans le piège. Voilà, donc en fait, c'était un pamphlet qui avait été édité en 1976 et 4 ans plus tard, Gianfranco Sanguinetti remet ça avec son fameux Du terrorisme et de l'État, la théorie et la pratique du terrorisme divulguée pour la première fois. Où là, il montre bien, en fin de compte, les stratégies de l'État, qui est de mettre en place sa propre négation terroriste, en la suscitant, plus ou moins, avec des éléments dévoyés ou des éléments manipulés, à la fois dans les deux extrêmes. Parce que là aussi, il faut bien se dire que dans cette stratégie d'attention, on a une stratégie de montée des extrêmes. Et de monter les extrêmes qui vont faire de compte s'auto-neutraliser.
qui vont d'une part s'auto-affaiblir, quelque part, et d'autre part, on va essayer d'utiliser les éléments les plus faibles, les plus manipulables, toujours pareil, humain pour générer du chaos à la pour marge. générer du chaos, voilà, et au contraire mettre de côté, voire éliminer les éléments les plus lucides, et en tout cas qui ne voulaient pas jouer ce jeu-là. Donc les éléments constructifs qui sont à la fois en rupture par rapport aux grandes centrales, que ce soit le Parti communiste ou d'un côté, ou les pseudo-nationalistes patriotes italiens de l'époque, et qui sont à la fois parfaitement au courant des stratégies, enfin parfaitement au courant, qui sentent et pressentent Qui sentent. parce qu'il y a quand même un peu de génie politique là-dedans, qui voient arriver ces stratégies. Voilà, on peut donner 2 exemples. Donc Gabriele Adinolfi pour l'ultra-droite, qui ont toujours eu le souci d'éviter une certaine montée aux extrêmes. Donc avec une violence maîtrisée. Par exemple, à une époque où on se tirait dessus à coups de P38, allègrement, où tuer un fasciste n'était pas un délit, tel que l'avait titré l'Espresso à la fin des années 70. Adinolfi et ses hommes de telles positions ont toujours donné des instructions très strictes pour éviter cette montée aux extrêmes et faire le jeu justement de ces stratégies. En face, on avait quelqu'un comme un des créateurs des Brigades Rouges, Renato Curcio, sociologue de l'Université de Trento, qui a été emprisonné très tôt, à partir de 1976, et ensuite, c'est après son emprisonnement, quelques années après, qu'on a vu une dérive beaucoup plus meurtrière et radicale des Brigades Rouges, notamment avec un certain Mario Moretti. Alors, il constituait un frein, une prise de distance qu'on a volontairement... Renato Curcio, dans ses mémoires, dit d'abord qu'il n'avait jamais voulu sombrer dans un antifascisme mécaniste et instrumentalisé. Notamment, il parle de 2 militants italiens à l'époque qui avaient été tués, comme parmi tant d'autres, et il précisait bien que pour lui c'était totalement stérile et ça pouvait être récupéré. Cette tendance d'ailleurs était aussi soutenue par sa compagne Maria Cagol, qui a été mystérieusement d'ailleurs éliminée sommairement par les carabiniers lors de l'intercation. Et c'est ensuite donc qu'on a vu cette dérive antifasciste qui ne pouvait que faire le jeu des systèmes. Et beaucoup plus tard d'ailleurs, d'anciens militants d'autres structures, la deuxième structure qui était marquante dans la gauche combattante, dans l'extrême gauche combattante, c'était Prima Linea, qui a fait l'objet d'un film d'ailleurs récemment. Oui, on en parlera des films. Voilà, des Prima Linea. Un ancien Prima Linea aussi précisait bien qu'il avait toujours évité de tomber dans un antifascisme presque extinctif, et en tout cas, qui se prête, comme je l'ai dit, à de multiples récupérations et qui rentre en tout cas dans ce jeu précis. Ces personnages sont broyés, éliminés, ventilés, exilés, enfermés, et donc il laisse place à un chaos qui se manifeste de quelle manière et comment l'État va en jouer. Juste avant, Monsieur K. Avant de répondre à cette question, je voudrais juste rappeler qu'à l'époque, les gauchistes, les mouvements avancés, les mouvements, disons, militaristes aussi, étaient extrêmement critiques du Parti communiste, qui, je le rappelle, et ça c'est dit par Sanguinetti, qui encore une fois partage les thèses d'Adinolfi sur les vraies intentions d'une partie, en tout cas, de la stratégie de l'attention, qui était en effet le recyclage du Parti communiste, son embourgeoisement, comme le disait tout à l'heure Pascal, et non pas un barrage au Parti communiste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces gens avaient compris très tôt, à la fois donc l'ultra-gauche et certains groupes, encore une fois, comme Prima Linea ou d'autres, tous les groupes opéraïstes, et évidemment une partie de la droite radicale, avaient compris que les communistes étaient évidemment les meilleurs gardes-chiourmes de la bourgeoisie. D'ailleurs, on le voit, je m'arrête là, on le voit au niveau mondial aujourd'hui. La Chine, qui est devenue l'atelier du monde, est gouvernée par un parti communiste, et il n'y a pas mieux, finalement, pour faire tourner les machines que d'avoir des syndicalistes, un patronat syndical, si on veut. On peut aussi sur les chaînes de garde, porter du capitalisme mondialisé. On peut porter aussi un petit éclairage sur. C'est pas l'objet de l'émission, mais sur le rôle du Parti communiste en 68 en France. Oui, par exemple. Oui, mais justement, je voulais y venir. Qui est extraordinaire, parce que là aussi, on peut l'assimiler à une forme de stratégie. Justement, par rapport à ce que disait M. K tout à l'heure. Voilà. Donc, M. K disait très justement qu'en fait, il n'y a pas eu de stratégie de l'attention aussi durable et violente qu'en Italie, mais il y a eu quand même une stratégie de l'attention de basse intensité au cours des années 60 de la part des Américains. En ce moment, on rediffuse sur la chaîne parlementaire le fameux documentaire L'Ami américain, qui donne des éléments intéressants. En fait, les Américains ont tout fait pour essayer de torpiller De Gaulle, qui voulait donc donner à la France une politique indépendante, avec la constitution d'une force de frappe, d'une part, et deuxièmement, la sortie programmée de l'Organisation militaire intégrée de l'OTAN. Donc, ils ont tout fait pour lui mettre des choses trappes, en plus ou moins manipulant, selon les textes extrêmes, là il faut rester prudent, certains éléments dévoyés de l'OAS ou violemment anti-gaullistes d'une part, et deuxièmement en soutenant des mouvements d'extrême gauche extrêmement critiques vis-à-vis du PC, pour justement surfer sur la vague de la contestation qui engendrera
les événements de mai 68. On peut clairement parler, en tout cas, d'une entente de Gaulle PC contre les menées C'est américaines. une vieille tradition. Alors, C'est une vieille tradition, bon, de la voilà, guerre, voilà. qui date Pour de la les- Deuxième pour les- Qui Guerre. date de la Seconde Guerre mondiale, D'ailleurs, d'ailleurs. pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent, nous, quand on était petits, ici, on a quand même des quarantenaires qui frisent, pour certains un peu plus, et non, il y en a des plus jeunes aussi. Mais nous, on en a encore vu quelques graffitis. Mais la France était couverte de US Gaume, d'acheter français, de produisés français, et tout ça était l'œuvre du Parti communiste. On l'oublie. D'ailleurs, Non, mais c'est vrai qu'il y avait de facto une synergie communisto-gaulliste dans les années 50 et 60. Bon, la double opposition à la CED, par exemple, Communauté européenne de défense. Et puis, bon, ils se rejoignaient dans un certain anti-américanisme et une certaine vision de la souveraineté française. Même, on poussait le communiste, il y avait beaucoup, Oui, il y avait beaucoup de flanc. il y avait On sait très aussi- bien qu'ils prenaient leurs ordres à Moscou. Mais bon. Et je précise qu'il y avait aussi Et leur des argent. éléments de la droite radicale Oui, exact. qui s'étaient opposés à la CED et qui n'étaient pas tombés justement dans les pièges de l'atlantisme qui était tendu à toute la droite radicale en Europe et dans lesquels sont Se sont particulièrement engouffrés engouffrés beaucoup de radicaux italiens qui en fait Et français. et qui en fait ne fonctionnaient qu'à un anticommunisme disons superficiel est tout à fait insuffisant. Et ça évidemment, là, Tu penses à qui en France, là? Ordre Nouveau, par exemple? Enfin, une partie d'Ordre Nouveau. Oui, c'est-à-dire que le problème, c'est que cette partie de la droite, alors je veux pas, il y a des gens enfin, très ouais, méritants, je veux pas bien qu'on sûr. se méprenne sur ce Oui, que je dis, mais il y avait un contexte particulier aussi. il y avait un Voilà, contexte, il y a je crois que- particulier, on peut pas juger Non. comme ça péremptoirement. c'est pas de juger, mais Mais surtout à la fin des années 60, après notamment les guerres du Moyen-Orient, la guerre des Six-Jours notamment, c'est vrai qu'il y a eu une sionistophilie qui était quand même bien partagée. Qui revient d'ailleurs un peu. Bon, qui revient, on pourra en parler dans tout à une l'heure, certaine mais bon. partie des c'est- milieux ouais. nationaux aujourd'hui. Tout à fait, oui. Bon, c'est une acmé, c'est une fièvre. Mais on en parlera justement pour savoir de qui est quelle manière, constante, de quelle qui manière elle est revient présentée et amenée justement dans le milieu. Parce que ça me paraît pas inopportun. Alors revenons un petit peu sur cette stratégie de l'attention qu'on va essayer de disséquer un peu et d'étudier. Donc la question était la suivante tout à l'heure. Voilà, comment elle se manifeste en Italie? La montée des extrêmes. Mais que font ces extrêmes? Ils imposent dans les milieux universitaires, dans la rue, dans l'usine, des climats de tension les uns envers les autres. Ils s'attaquent aux symboles de l'État. On a du terrorisme. On a quoi? Globalement, il y a deux périodes. La première période, c'est jusqu'au tout début des années 70, c'est-à-dire une série de golpe, c'est-à-dire de coups d'État. De coups d'État qui vont être en fait suscités par des centrales au pouvoir italiennes qui sont rivales. Certaines voulaient mettre en place une république italienne de type gaullienne, avec Alors c'est qui là? Incarnons un peu ces centrales là, parce que quand on parle de ces centrales, il faut bien que nos auditeurs comprennent. Là, en fait, on avait qu'on a- une partie de. On a des démocrates chrétiens, qu'on a voilà. Oui, bon, la démocratie chrétienne a pratiquement, c'est le parti dominant. il y a dans plusieurs toute la pôles guerre. au sein. Il y a plusieurs pôles, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plusieurs pôles. En fait, au sein de la démocratie chrétienne voilà. déjà. Certains essayaient de jouer une carte nationale italienne pro-arabe. Mmh. Donc certains ont été à plusieurs reprises Premier ministre et ont essayé d'infléchir la politique italienne dans ce sens-là. Puis d'autres jouaient une carte beaucoup plus nettement pro-américaine et pro-israélienne, avec l'implication des services secrets américains, britanniques. Et On peut dire un Mossad mot aussi de à la l'époque. grande figure de la DC italienne quand même. Hein. Giulio Andreotti, l'inoxydable. Oui, Voilà. bon, Bon, il y a même un film qui a été fait Il d'ailleurs. qui est extrêmement intéressant. Bon, maintenant, il faut connaître un petit peu Voilà, tous les tenants et c'est un peu aboutissants de à la d'Intra quand même ce film. Hein. Faut vraiment un film un peu s'insérer. opaque pour néophyte. l'auditeur intéressé, mais qui ne serait pas plongé dans déjà Mais bon, il y a le un marigot de la Il politique y a italienne. peut-être un premier niveau de lecture qui permet de voir quelle élasticité Alors, à ce personnage. Je voudrais vous répondre, lieutenant. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait une très forte activité de contestation sociale au début des années 60. Alors, est-ce que c'est un climat de violence, de terreur? Non. Non, ils terrorisaient les patrons, c'est vrai, mais c'était plutôt... Alors cette contestation, elle naît de quoi? D'une relative pauvreté de la population italienne? Non, mais c'est pas ça. D'une difficulté Non, parce que à se c'était relever non, de la Deuxième Guerre mondiale? Cette contestation, elle fait partie d'abord d'un mouvement plus général, d'un mouvement mondial, de la contestation de la jeunesse, donc qui est né dans les milieux D'affranchissement de la jeunesse. Contre-culture d'une jeunesse qui n'a pas connu la crise, d'une jeunesse des Trente Glorieuses, d'une jeunesse embourgeoisée qui va se rejouer la révolution, à la fois en ayant une vision un petit peu, on va dire, fantasmée de la révolution bolchevique, avec les idées marxistes en vogue à
l'époque, et deuxièmement, avait des réflexes beaucoup plus sains de contestation déjà d'une société de consommation naissante et qui ne faisait que se développer. Donc là, l'Italie, ce que M. K semblait dire aussi, c'est que cette contestation tombe sur un climat social un peu lourd. Il y a une contestation ouvrière. On est en fait dans la période de l'importation des méthodes des managers. C'est-à-dire qu'on est en train de liquider certains modes industriels crise de croissance finalement. On est sur une crise de la technique. Il faut voir le tissu industriel italien de l'époque. C'est-à-dire que tout le Nord est aux mains de quelques groupes. On pense immédiatement à la Fiat. Et là, il y a des dizaines de milliers de gens qui en dépendent. On a tout un prolétariat déraciné qui vient du Mezzogiorno, du Sud aussi, qui va être l'objet à la fois de tensions, à la fois aussi de... Et qui est travaillé par la contestation, mais aussi, j'ai envie de dire, par des courants d'enragés proches de Sanguinetti. On sait que là, c'était des milliers d'ouvriers, étaient alors soit non encartés, autonomes. Enfin, c'était un bouillonnement. Ensuite, comme le disait Pascal tout à l'heure, il y a un deuxième temps. Sur ce bouillonnement social, on va en fait faire intervenir une violence aveugle qui commencera d'abord par des bombes. Mais ça peut être aussi des assassinats politiques. Des militants vont prendre un coup de revolver dans le dos. Ça va être Ça passe aussi par la destruction matérielle, type usine ou autre, ou pas du tout. C'est le festival de pétards. C'est-à-dire qu'en fait, ça commence le sabotage, en 1969, le fameux attentat de Piazza Fontana. Alors, juste une petite question avant qu'on attaque sur la série des attentats. C'est cette contestation qui fait peur aux tenants des différentes officines au pouvoir et qui disent ou alors au contraire ils disent tiens, voilà une opportunité pour affermir notre pouvoir. Non, je pense que c'est surtout la deuxième solution. Donc des stratégies de certaines diverses centrales qui veulent renforcer leur pouvoir, éliminer d'autres concurrents. Deuxièmement, l'implication de services étrangers, c'est-à-dire qu'on va essayer maintenant de mettre l'Italie sur les rails d'une normalisation pro-israélienne et résolument pro-occidentale, et surtout d'accélérer aussi les mutations en cours, comme l'a dit Monsieur K, de la société italienne. En suscitant un climat de tension qui est un grand classique, en quelque sorte, qui vise à souder la population autour de l'État. Et institutions comme ultime recours face à ce climat général de danger. Donnez-nous votre liberté, nous vous accordons la sécurité. Voilà, c'est à peu près ça. Ça fait, on en est là. Il y a un autre aspect, c'est évidemment que quand il y a des festivals de pétards, une violence diffuse, une terreur, les gens ne sortaient... Enfin, je veux dire, on a des récits, moi j'étais pas là, mais on a des récits de la vie dans certaines villes. Oui, les gens ne sortent plus, c'est totalement déstructurant. Sur un plan organique, sur un plan communautaire. Et les gens sont arrivés à la télévision. Alors après, la contestation sociale, j'ai envie de dire, s'éteint d'elle-même parce qu'on va pas casser la gueule du contremaître parce que c'est déjà du terrorisme. Alors évidemment, je suis totalement d'accord avec ce que dit Pascal, ce n'est pas, ça c'est la surface des choses. Évidemment, les raisons profondes de la stratégie de l'attention sont principalement des logiques de neutralisation ou d'élimination d'adversaires internes et d'intervention étrangère. On verra leur actualité tout à l'heure, mais ça fait penser aux manifestations parisiennes où on laisse fondre sur les troupes toute la racaille de banlieue qui vient délégitimer la chose en provoquant de la violence gratuite. Alors justement, premier attentat... C'est le moment aussi de préciser quand même une chose importante, pour que tout cela soit bien clair pour nos auditeurs, c'est qu'il ne faut pas voir dans ces éléments une sorte de mécanique du complot, une sorte d'automaticité de la conspiration. En fin de compte, les architectes de la stratégie d'attention vont surfer, si je puis dire, sur des conditions objectives de tension préexistantes. En fait de compte, il y a un côté spontané, effectivement, de monter la tension entre les deux extrêmes, de par la forte mobilisation des jeunes de l'époque, par des conditions effectivement sociales et politiques qui tout était réuni en fin de compte pour qu'il y ait déjà un climat propice à ces tensions, et déjà un commencement de tension. Et ensuite, c'est ces centrales-là, avec leur stratégie de manipulation, de récupération, qui vont se greffer là-dessus et vont essayer un petit peu de diriger, d'orienter les différents événements dans le sens de leurs intérêts. C'est le gouvernement par le chaos. Le chaos préexiste. C'est la fameuse théorie. Le chaos constructif. On en parlera. Cher aux néoconservateurs américains. On en parlera. La fameuse théorie du criticalisme aussi. Voilà. C'est ça, le chaos marginal qui permet d'affermir l'ordre au centre. Alors, premier attentat en 69. Voilà, là ça part dur quand même. Piazza Fontana, où là, encore aujourd'hui, les avis sont très partagés sur les aboutissants. On a mis d'abord ça sur le dos d'anarchistes, ensuite de radicaux de droite, notamment le fameux Giorgio Franco Freda, qui était emprisonné pour ça. Aujourd'hui encore, quelqu'un comme Riadinofi dit que ce n'est pas très clair, il y a une sorte de poker menteur, de jeu de miroir, où on a essayé de brouiller les pistes. C'est envasé. En tout cas, il est pratiquement certain qu'il y a
a implication de structures de l'État. D'accord. Voilà. Et Piazza Fontana n'est que le début d'une longue série de massacres et d'attentats qui vont souvent être imputés aux uns et aux autres. Et en fin de compte, quand on regarde bien ce que l'on en sait, concernant notamment les personnes impliquées, on s'aperçoit que le schéma simpliste propagé par l'extrême gauche et les communistes ne tient pas, où on disait que souvent c'était des fascistes qui avaient fait le coup. On s'aperçoit que quand il s'agit de fascistes, c'est souvent des éléments douteux, des éléments qui ont déjà été retournés, ou des éléments qui avaient déjà été infiltrés. Il y avait à l'époque... Oui, monsieur K. Non, ou des éléments qui étaient simplement superficiellement patriotes et qui se disaient les Américains, c'est nos salvateurs, et donc on va faire comme ils nous disent parce que c'est par là que sortira la solution. Voilà, et d'ailleurs à ce propos, Gabriele Adinolfi montre bien qu'il y avait aussi une différence de génération qui a impliqué différents comportements entre la vieille ultra-droite, notamment qui était coagulée autour des mouvements Ordine Nuovo et les mouvements politiques Ordine Nuovo et Avanguardia Nazionale, avec des personnes comme Clemente Graziani, comme Pino Rauti, ou comme Stefano Della Chiaia. Donc là, il y avait cette vieille génération, effectivement, qui a pu laisser prise pour certains de ces éléments les plus vulnérables à des stratégies de manipulation. Et ensuite, la nouvelle génération, presque orpheline, parce qu'en fait, ces mouvements sont décapités entre 71 et 74. Dissous, décapités. Donc, comme dit très bien Adinolfi, ils vont se retrouver orphelins sur le plan générationnel, et ils vont décider justement de voler de leurs propres ailes et de faire en sorte d'être le moins susceptible d'être manipulés par ces stratégies. C'est le cas. Et ils vont donc être pourchassés, condamnés. Et bien sûr, ils ne jouent pas le jeu. Alors, ils font des ordres dans le paysage. Donc, évidemment, ils seront les cibles prioritaires. Pour comprendre, alors effectivement, les objectifs de cette stratégie de tension, on comprend bien qu'il y a des concurrences internes, mais le rendu, quelques centaines de morts plus tard, quelques années après, quel est le résultat de cette stratégie de la tension ? Le résultat, on a une Italie en coupe réglée ? Une Italie en coupe réglée de l'oligarchie, de l'hyperclasse mondiale, c'est tout simple. Oui, elle s'est normalisée de certaine manière. Une jeunesse dépolitisée ? Alors, oui, bien sûr, mais à ceci près quand même que les grands manipulateurs de l'opération sont aujourd'hui latéralisés, c'est-à-dire que la démocratie chrétienne ne pèse plus, n'est plus au centre de la vie politique. Elle a été remplacée avantageusement par un des membres d'une des centrales de pouvoir dont on parlait, qui est la centrale, j'ai envie de dire, Carrefour, la gare de triage, qui était la loge P2, Propaganda 2. Et le membre dont tu parles est... Et évidemment, Berlusconi. Berlusconi. Voilà, même s'il faut convenir, comme le disait, à mon sens, assez justement, Gabriel, le jeu de Berlusconi, peut être intéressant sur certains plans. Bon, ça c'est mais c'est quand même la manifestation d'une centrale, quoi. Ah, totalement. C'est une marionnette. Totalement. C'est sûr que à partir de ce moment, les centrales qui commanditaient plus ou moins, en tout cas qui étaient impliquées dans certains secteurs de la démocratie chrétienne, ont considéré que la démocratie chrétienne était contre-productive. C'est tellement compromis. Donc il y a eu l'opération Main Propre, Manipolite, et la suite de ça, on a opéré le transfert de témoins. Tout simplement, avec Forza Italia, avec la neutralisation, la normalisation du MSI, avec l'Alliance nationale. Justement, voilà, je voulais y venir. Est-ce que ça résulte aussi de cette stratégie de la tension et même des stratégies de décollement mises en place, ce glissement droito-libéral du MSI et son rapprochement avec la centrale de pouvoir berlusconienne? Je crois qu'il y avait quand même déjà des racines profondes. Oui, avec Giorgio Almirante, il y avait déjà... On est sur ce problème d'une latéralisation droitière du MSI, lente mais progressive et depuis longtemps implantée. Moi, je pense qu'il y a des raisons internes au MSI. Là aussi, on a une rupture générationnelle parce que les jeunes du MSI... Je pense que c'est aussi... ça fait partie tout simplement de tendances et de risques qui guettent tout mouvement de ce type, de se normaliser d'une manière ou d'une autre. Oui, alors, comme à gauche, on finit au PS, bien sûr. Donc là, c'est concomitant, effectivement, à la fin de la stratégie d'attention, même s'il y a eu, il faut quand même pas l'oublier, dans les années 80-90, on a essayé de relancer un petit peu l'affaire. Avec les petits attentats, avec les nouvelles brigades rouges, pro-anarchistes. Mais la mayonnaise n'a pas pris. Parce que justement, la situation est différente, parce qu'il n'y a plus le degré de passion politique, de mobilisation extrême des militants d'un côté comme de l'autre qui existaient. C'était un objectif aussi d'éteindre cette passion. Ou en tout cas, c'est un des effets bénéfiques, enfin, quand j'entends bénéfique, je mets ça entre guillemets, mais c'était un effet recherché de dire, on dépolitise la jeunesse, trop de passion tue la passion, et finalement, il vaut mieux de jeunes consommateurs avilis que de jeunes révolutionnaires passionnés. C'est possible.
C'est dans l'ordre Non, des choses, en tout d'une cas, question, bon, parce que On remarque en tout cas que l'Italie a tourné le dos à la politique à peu près en même temps que toutes les autres nations européennes. Voilà. Je ne sais pas si Oui. c'était un objectif. Enfin, je ne sais pas si, en tout cas, tout ça méritait autant d'efforts. Je crois que là, malheureusement, c'était une c'est pour question ça du qu'il faut temps. toujours bien voir que dans l'affaire italienne, il y a à la fois la manifestation de spécificité propre à l'Italie, issue de son histoire, de sa culture politique, etc. Et puis, bon, un mouvement mondial et un contexte international, bon, qui était celui de l'époque, avec notamment le climat de guerre froide. Très bien. Parce que la Bon, fin des on va marquer une petite pause musicale qui reste liée à notre première partie de débat sur l'Italie, puisqu'ensuite, maintenant, après la pause musicale, on va quand même s'intéresser aux stratégies de la tension actuelle, hein, et se poser quelques questions sur leur manifestation, et notamment en France. Alors, qu'est-ce qu'on écoute, Pascal? Tu as choisi quelque chose? Ben, on va rester dans le cas italien, hein, avec un des groupes les plus en vue de la scène musicale alternative italienne, Sotto Fiat Semplice, avec un morceau intitulé Bandiera Nera. Tiens, D'accord, drapeau noir. Merci, à tout de suite. Questa è la galera dello spirito, questa è la galera vera, questa è la galera dello spirito, questa è la galera più nera, ma io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni volerà la mia bandiera. Io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni alzerò la bandiera nera. Questa è galera senza sbarre e catene, senza celle, senza guardie. È galera che ti prende al cranio, alle gambe. È galera e chi vince perde. Ma io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni volerà la mia bandiera. Io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni alzerò la bandiera nera e voleranno in polvere le gerarchie fasulle fatte di intrighe e di morbide poltrone, si stracceranno le stoffe e i ricami intrisi di consigli e di falsa passione. Potrò strapparmi dalla pelle una volta per tutte le mie smorfie contro natura. Potrò sfidarmi dalle tempie la mia maschera di gesso, i miei gradi e la mia falsa armatura. Quando uscirò dalla galera dell'anima, forse non troverò nessuno. Saranno forse già spenti i miei camerati, soffocati da ostacoli di fumo. Ma avrò vinto sul buio dell'anima, avrò sudato nei meandri del vuoto. Avrò molto più in corpo di un finto libro, se non altro avrò il libero arbitrio. E io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni volerà la mia bandiera. Io so che tra 5 anni a primavera. De retour après la pause musicale, vous êtes bien sur Méridien Zéro, une émission de RBN France, et nous parlons de la stratégie de l'attention avec Monsieur K et Pascal Lassalle. Alors, nous étions en train de discuter pendant la pause de l'actualité
de ces stratégies de tension et de leur éventuel établissement ou effectivité en Europe et en France. Alors, on a évoqué plein de choses là pendant la petite pause musicale. On va essayer de résumer un petit peu nos propos. Monsieur K. Oui, alors la première chose, c'est que je voudrais rappeler aux auditeurs on a beaucoup parlé du cas italien. Il y avait d'autres cas au moins aussi intéressants, mais qui sont un peu plus exotiques, comme le cas turc, où on a eu ce genre de phénomène aussi entre une extrême droite, principalement les loups gris, et des mouvements d'extrême gauche laïque, l'extrême droite laïque et proche de l'armée, qui était aussi impliqué dans le trafic de drogue et dans toutes sortes de trafic, et qui avait aussi des liens avec des services comme les services bulgares, par exemple. Alors là, on a des choses très bizarres, c'est-à-dire des gens d'extrême droite qui travaillent avec des services bulgares. D'ailleurs, là, M. K, vous évoquez aussi un cas de figure intéressant, c'est qu'il faut bien aussi préciser que dans les cadres de ces multiples stratégies d'attention qu'on a pu voir en Europe, le cas turc, le cas belge, par exemple, on a à la fois implication d'éléments extrémistes, entre guillemets, dévoyés, et de préférence extrême droite, parce que, bien sûr, émotionnellement, ça va frapper les esprits, les opinions, et d'autre part, de la pègre. Du milieu criminel. Et ça, je crois, c'est quelque chose qui est croissant. Il y a vraiment un arrière-plan. Il y a une instrumentalisation, et même, je crois, plus un arrière-plan mafieux, totalement permanent. Mais là, je crois que c'est même un élément fonctionnel du système. Ce n'est même plus une implication du mafieux, c'est qu'il va y avoir presque une synergie. Alors, dans le cas français, on retrouve ça sur deux choses. Dans les milieux de l'OAS, il y avait beaucoup de gens, d'origine méditerranéenne, corse par exemple, qui entretiennent. Il y a un livre d'ailleurs qui vient de sortir sur les parrains corses. On sait que les Corses étaient à la fois dans les affaires et aussi très mouillés, par exemple, dans des affaires politiques comme l'OAS. Et on va retrouver une filière, parce qu'on va appeler la French Connection sur le trafic d'héroïne, niçois et qui en fait n'était pas du tout French, mais corsican Connection, rendons à César ce qui est à César, et qui, à un moment donné, certains éléments dévoyés de l'OAS vont se retrouver dans des entreprises de mercenariat comme Permindex, dont les noms ont été évoqués dans le cas de l'assassinat de Kennedy. Là, on a affaire à un cas, j'ai envie de dire, grand public, de terrorisme de synthèse, avec, je pense, sauf si vous me détrompez, je crois pas que Kennedy ait été tué par Lee Harvey Oswald. Non, le pauvre. J'ai une tendresse pour ce white trash américain qui s'est trouvé vraiment là au mauvais endroit au mauvais moment. Gabriele Adinolfi a l'habitude de dire que la mafia a gagné la guerre en 45. Est-ce qu'on peut dire finalement que si ça n'est dans les objectifs, en tout cas dans les comportements, on a des pratiques mafieuses. Ça dépend, ce que tu appelles mafia, le lieutenant. La mafia italienne, en tout cas la mafia sicilienne, effectivement, a gagné la guerre, ça c'est clair. Elle avait été gravement mise à mal par justement les actions du super-préfet Mori sous le régime de Mussolini, sous le régime fasciste, même si elle n'a pas totalement été éradiquée. Là aussi, il n'a pas eu toutes les coups des franges qu'il aurait voulu, mais effectivement, il y a la fameuse légende de Lucky Luciano, de la mafia qui a facilité, si vous voulez, l'évasion de l'Italie en 1943. Bon, on a parfois un peu exagéré, mythifié l'affaire, mais il y a un fondement réel. C'est vrai qu'elle a repipié. Bon, elle n'a jamais totalement été éliminée non plus. Et ensuite, surtout, il y a, pour reprendre la classification des Avierhofer, aujourd'hui, l'implication d'autres mafias, mafias autres qu'italiennes, dans justement le système mondial et les diverses stratégies qu'ils mettent en place. La mafia ayant besoin d'ordre aussi pour bien fonctionner, ou de chaos alternativement. Surtout la mafia italienne, la mafia sicilienne, pardon. Les autres mafias, la Camorra, la 'Ndrangheta, la Sacra Corona Unita des Pouilles et de Calabre, c'est autre chose, mais pour la mafia sicilienne, c'était une vieille organisation structurée, hiérarchisée. Au contraire, ils ont besoin de se couler de la société, de mafioiser, si je puis dire, tout le tissu social et économique, et d'opérer tranquillement, à mot à peine couvert, quoi. Disons que là, on voit aussi des implications dans des affaires d'ordre international, mais on va en parler, je pense maintenant, si on parle un peu de l'actualité, comme par exemple ce qui se passe en Afghanistan. L'Afghanistan est le principal producteur d'opium. Vous imaginez bien que les centrales mafieuses qui produisent de l'héroïne ont intérêt à avoir le pied dans ce genre de pays. D'ailleurs, on sait que la production d'opium a été démultipliée par l'arrivée des Américains. Oui, parce qu'en fait, les talibans, malgré leurs nombreux défauts, avaient celui quand même d'être opposés à la diffusion de la consommation d'héroïne localement. Parce qu'il y a un énorme problème de santé publique en Afghanistan et en Iran, ils avaient pratiquement mis fin à la production de pavot dans de nombreuses zones. Qui a littéralement explosé
ces 8 dernières années. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait eu une famine juste après l'arrivée des Américains. Il y avait une menace de famine. Pourquoi ? Parce que quand les Américains sont arrivés, les paysans, au lieu de planter du blé, ont planté du pavot. Voilà. Et puis surtout, d'ailleurs, Gabriel Dinolfi, dans ses travaux qu'il avait produits dans les années 80, montrait très bien que ce n'est pas un phénomène nouveau. Et que depuis très longtemps, notamment par les centrales de pouvoir américaines et divers services secrets, il y avait utilisation des flux de drogue, notamment pour financer des black programs et ensuite des opérations de torture. Oui, on l'a vu avec l'Amérique centrale. Voilà, il y avait Oliver North, etc. Bon, là, il y avait aussi il y avait des trafics d'armes clandestins avec l'Iran, mais c'est la même logique. C'est la même logique. Alors, de temps en temps, la DEA fait un exemple, que ce soit pour le cas de la Colombie ou autre, mais en fin de compte, le système se perpétue. Est-ce qu'on peut retourner sur nos exemples récents, actuels de stratégie de tension, et puis discuter notamment des supports qui permettraient à nos auditeurs de mieux comprendre tout ça? Alors, la stratégie de tension, il y a quand même deux remarques qu'il faut faire. Il faut toujours d'abord se prévenir de tomber dans une vision réductrice. De calquer mécaniquement ce paradigme sur les événements qui arrivent. Mais ceci dit, voilà, il faut sentir un petit peu dans quelle mesure, lorsqu'un événement arrive, il y a ce modèle qui rentre en ligne de compte. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans l'antichambre de mise en place de stratégie de tension? Est-ce qu'on est mûr là pour une société où on pourrait agir dessus? Totalement. Moi, je crois que, et là, je veux reprendre les thèses d'Éric Werner, le politique. Voilà, dont il faut souligner la grande importance dans ce domaine. Éric Werner, je peux déjà annoncé les chroniques culturelles, mais Éric Werner a sorti 2 ouvrages clés et que je ne peux que conseiller à nos auditeurs, L'avant-guerre civile et l'après-démocratie, à l'édition de l'Âge d'Homme. Éric Werner montre très bien qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans une ère post-démocratique. C'est-à-dire qu'après la chute du mur, l'Occident n'a plus à donner le change pour se montrer effectivement une société démocratique, ouverte. Oui, la patrie de la liberté. Donc en fait de compte, l'Occident va montrer véritablement son visage en restreignant de manière drastique, de manière rapide, les libertés individuelles et collectives. Et en montrant qu'en fait de compte, on n'est qu'une oligarchie à visage démocratique. Et Werner montre très bien que si on reprend le schéma du totalitarisme d'Hannah Arendt, donc on a à la fois l'idéologie qui est présente. Simplement, la Vulgate des droits de l'homme a remplacé la Vulgate marxiste-léniniste, d'une part, et deuxièmement, on a un système fonctionnel, un résidu fonctionnel qui fait que ce qui était la terreur d'État dans les régimes totalitaires classiques, le nationalisme et bien sûr le communisme soviétique, là se voit transféré pour les régimes occidentaux sous la mode d'une insécurité. Une insécurité qui n'est plus uniquement subie, mais qui va être entretenue. Donc, en fait de compte, on est sur la ligne du rasoir. Oui, c'est-à-dire que. Oui. Non, c'est très certain. Je pense immédiatement à ce qui s'est passé d'ailleurs en 2005, où Nicolas Sarkozy était quand même ministre de l'Intérieur, où les banlieues brûlaient et où il était d'un très très grand silence. À se demander dans quelle mesure est-ce que la peur suscitée par les émeutes de 2005 n'ont pas aidé au scrutin de 2007. Voilà, je pense que ça. Alors, il y a très clairement eu des rapports journalistiques et même de certains syndicats de police pour dire que les troupes restaient l'arme au pied, parfois pendant plusieurs heures, laissant se développer des scènes de guérilla urbaine pour les caméras européennes et occidentales qui filmaient ça à loisir. On voit aussi que systématiquement dans les jurisprudences, dans les jugements rendus, on essaie de dissuader au maximum les citoyens honnêtes de se défendre, d'avoir le réflexe de légitime défense. On désarme la population avec des lois liberty qui restreignent drastiquement le port d'armes ou le droit de tenir les armes. Donc en fait, on est dans cette logique-là, où tout est fait pour maintenir une insécurité diffuse et permanente. Or, cette insécurité, bien sûr, elle est liée à la délinquance, mais elle est aussi mentale, avec la précarité au niveau professionnel, au niveau de l'emploi. Du travail, l'éclatement de la fragmentation de la société fait que on entretient cette insécurité permanente qui permet d'éviter aux populations de se cohérer. Insécurité égale peur égale soumission finalement. Égale soumission égale consommation. Exactement. Donc là, on est vraiment dans un élément fonctionnel. Un élément fonctionnel qui s'agrège à une logique néo-totalitaire. Et qui est de moins en moins soft. Dans le cas de certaines des stratégies de la tension qu'on voit se profiler, il y a aussi eu des interventions étrangères. Je pense encore une fois au cas de 2005, où on a 2 services d'un petit pays méditerranéen qui ont été repérés. De Méditerranée orientale. Voilà, c'est pas Chypre, c'est ni Chypre ni Malte. Voilà. Ni le Liban. C'est pas le Liban ni l'Égypte alors. Qui ont été on peut mettre une croix dessus, une étoile. Voilà. Mais
ça y est, c'est parti. Oui, j'écoute. qui ont été impliqués, enfin qui ont été vus en tout cas par des correspondants des services allemands et qui en ont informé un journaliste allemand qui a rendu compte de tout ça dans la presse allemande, qui n'est pas ni un paranoïaque ni un complotiste. Et on voit quand même qu'il y a à un moment donné, on peut, pour un résultat électoral, faire un petit coup de tension de ce genre. Ce qui est quand même, là, c'est quand même 20 villes de France qui brûlaient, les voitures brûlaient dans 20 villes de France. Donc on peut encore être témoin de certaines opérations de ce type pour des objectifs politiques. Avec des implications mossadiennes, on va dire, du Mossad ou d'une officine. C'était pas celle-là. C'était un service qui est spécialisé dans la subversion. D'accord, très bien. Oui. Non, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, pour qu'il y ait des conditions de stratégie d'attention, il faut qu'il y ait un État failli ou dans notre cas, une société faillie. Hein. Et même, on peut se poser la question de savoir à quel moment, dans quelle mesure l'État français n'est pas lui-même failli, étant aujourd'hui le jeu des diverses oligarchies en place, avec une pure instrumentalisation des hommes politiques. Mais ça c'est presque une évidence et on pourra en reparler dans une autre émission. Mais là, on est dans le cas objectif d'une société fracturée, d'une société éclatée, avec des tensions communautaires croissantes, qui reflètent bien sûr une réalité de choc de civilisation interne, sans reprendre bien sûr le paradigme instrumentalisé d'Huntington, mais une réalité qui ne peut qu'être aujourd'hui instrumentalisée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le traitement des problématiques identitaires, nous devons être très prudents. Oui, il faut être très prudent. Prudent et mesuré ne veut pas dire de les mettre totalement de côté. Non, bien entendu. Mais cette prudence. Il ne faut confondre. Là, je reviens à Dinolfi. Il ne faut confondre. Il faut rester politique alors. Il faut rester politique. Politique d'abord et surtout ne pas confondre l'anti-impérialisme et le nationalisme. Par exemple, la défense de la nation ne se confond pas avec tous les anti-impérialismes. Je pense là à des organisations qui, dès qu'ils voient un béret et un point levé, disent c'est nous. Non, c'est pas toujours comme ça. Et d'autre part, ne pas tomber non plus dans l'essentialisme, la stigmatisation, j'ai envie de dire mécanique, parce que là aussi, ça peut être des idéologies certes encore marginales, mais compatibles avec le système oligarchique. L'oligarchie, ne se. Exemple. Je veux pas attaquer trop directement, mais disons que je vois certaines mouvances qui sont totalement digestes par le système sur les questions, par exemple, de l'islamisation. Voilà. Je pense je pense que les gens qui font ça sont de bonne foi, mais comme le dit encore une fois Gabriele et Adinolfi, la bonne foi, la sincérité n'a rien à faire là-dedans. La provocation est un art assez subtil, et souvent les gens un peu idéalistes ne le sont pas. Voilà. Vous ne le sont pas assez. Je crois que dans ce registre explosif, en quelque sorte, ce registre très sensible, il faut bien peser les actes et les propos qui sont engagés dans ce domaine-là. Je crois que les personnes qui sont vraiment engagées dans ce combat-là doivent vraiment, de manière objective, de manière mesurée, bien peser les actions qui et surtout tenir compte du contexte actuel. Parce que là, on n'en est pas, je pense, encore là. Il faut éviter. On n'est pas dans une logique l'emballement. Il faut éviter l'emballement et surtout prendre du champ régulièrement pour pouvoir mesurer. Il faut prendre du champ. Il faut faire diastosystole en fait. Il faut mesurer, il faut gérer, il faut doser l'investissement dans ce domaine précis. C'est pour ça que les mots d'ordre doivent être politiques et essayer d'éviter de s'adresser toujours exclusivement à des domaines passionnels. Voilà, exactement, tout à fait. Voilà, c'est le pur registre émotionnel qui est... ça marche très bien. Dénoncer l'islamisation. Ça a toujours marché. Dénoncer l'islamisation me va très bien, à condition que ce soit couplé, par exemple, avec une dénonciation des oligarchies. Or, on va me répondre, mais c'est ce qu'on fait. Oui, mais le problème, c'est que là, il faut aller chercher à l'extrême gauche certains modes opératoires qui ont fait leurs preuves, comme par exemple le concept de la contradiction principale et secondaire de Mao Tse-tung. Aujourd'hui, la contradiction principale, est-ce que c'est l'islamisation ou est-ce que c'est le règne de l'oligarchie? Qui sont nos ennemis? Sont-ils dans les ministères? Qu'est-ce que la cause? Qu'est-ce que la conséquence? Voilà, exactement. Ne pas inverser. C'est terrible, on a l'impression très souvent d'être sur le même débat depuis 30 ans, à savoir de réduire ces fausses oppositions qu'on nous offre, et on s'aperçoit que finalement il y a des hémiplégies constantes et récurrentes avec des gens qui choisissent l'une ou l'autre l'une ou l'autre partie de l'explication et qui s'en tiennent là. C'est très très difficile. Vous savez, depuis Machiavel, les diverses formes opératoires d'exercice du pouvoir n'ont pas énormément évolué. Il y a de grands classiques qui restent valables et la stratégie, ce qu'on pourrait appeler ou plutôt les stratégies d'attention en font partie. Maintenant, voilà, elles ont évolué, elles se sont adaptées des contextes. On peut les trouver dans le Prince de Machiavel. On a beaucoup de choses à lire là-dessus. Et puis, je dis, ce n'est pas l'apanage aussi même
de l'Occident. On le voit dans d'autres... La Chine, par exemple. La Chine, même la Russie, quitte à me faire encore plein d'amis, notamment pour ceux qui idéalisent aujourd'hui ce qui se passe en Russie et le régime Les de poutinomaniaques, tu parles. Moi je pense qu'on peut légitimement se poser la question de savoir si les attentats de 1999 qui ont précédé la Deuxième Guerre tchétchénie ne s'inscrivaient pas dans une stratégie de tension. Vu justement les bizarreries et quand même des éléments troublants qui ont précédé et accompagné ces attentats. Donc je crois que ce n'est pas être blasphémateur que de dire ça et de se poser la question. D'ailleurs, on voit bien que c'est souvent la stratégie de la tension fonctionne par logique de synthèse. C'est-à-dire qu'on va avoir un mouvement, par exemple, sincère, authentique. Un mouvement, imaginons, un mouvement militant autonome français en constitution. Eh bien, on va avoir immédiatement se constituer un pôle jumeau de synthèse qui aura des mots d'ordre décalés de quelques degrés, qui les rendent compatibles avec le système oligarchique. Alors ça peut être quelques degrés qui le conduisent vers le droit commun ou vers une impasse politique. Et ça, il faut évidemment dénoncer cela en permanence parce qu'en fait, on a eu le cas pendant la guerre d'Algérie, ça a été un peu notre stratégie de la tension française aussi, parce qu'il y a eu des festivals de pétards, des nuits bleues, etc. On a vu le gouvernement, le pouvoir gaulliste mettre en place des mouvements pseudo-révolutionnaires, enfin subversif et qui était intégralement aux mains des services et dans le but de mouiller des gens, de compromettre, de neutraliser, de tenir et finalement de désarticuler, de jouer sur l'émotion provoquée, etc. Alors il nous reste très peu de temps. Pascal, j'aimerais que tu puisses donner à nos auditeurs quelques munitions, quelques pistes de réflexion. Il y a des supports écrits, des supports musicaux, mais il y a aussi des films. Alors est-ce qu'on peut faire un peu... le support écrit. Alors, on détaillera, comme chaque semaine, sur le blog, l'ensemble de ta chronique. Mais là, déjà, quelques armes à noter tout de suite. Alors, quelques armes. C'est vrai que le problème concernant, par exemple, le cas italien des années de plomb en stratégie d'attention, c'est que la majorité des écrits satisfont à la thèse simpliste en vigueur, donc des gentils communistes qui ont été l'objet des affreuses menées fascistes et des services secrets. Il faut bien sûr reprendre l'ouvrage de Gabriel Dinolfi, Nos belles années de plomb, qui est un préalable pour essayer de commencer à comprendre ces événements. Ensuite, bien sûr, les 2 bouquins d'Éric Werner que j'ai signalés, qui rajoutent un petit peu une dimension actuelle et internationale à ce paradigme, et en fin de compte montrent que en Occident et particulièrement en France, toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour que la stratégie d'expansion devienne un des modes d'exercice du pouvoir, d'oligarchie aux abois, confronté à une crise croissante, à des contestations croissantes, que ce soit des contestations d'ordre social ou des tensions ethniques. Donc, les bouquins d'Éric Werner. Je voudrais aussi signaler un ouvrage qui était une curiosité, sorti en 2003, qui plagiait un petit peu justement le pamphlet de Gianfranco Sanguinetti dont on a parlé tout à l'heure, qui s'intitule « Véridique rapport sur les dernières nécessités de préservation et d'extension de la domination américaine sur le monde ». Donc, on voit une formulation typiquement néo-situationniste, signée par un certain Terror, donc qui renvoie au censor de Sanguinetti. Donc, c'était un samizdat qui est sorti en 2003 et qui étendait justement la problématique de la stratégie d'attention à l'affaire du 11 septembre. En montrant que le 11 septembre aussi a été quelque part une forme de stratégie d'attention au plan mondial où on a agité un terrorisme, un terrorisme montré comme l'arlequin qui en fin de compte était à l'origine de toutes les tensions de la nouvelle guerre déclarée par les États-Unis dans le monde entier. Un paradigme aujourd'hui qui a été un peu mis de côté avec la mise en avant et l'élection de Barack Obama et le choix des nouvelles oligarchies occidentales et américaines. Et on se souvient notamment à l'époque des mots de Zbigniew Brzezinski, donc le grand auteur américain, le grand politique américain, un des créateurs de la trilatérale et auteur du Grand Échiquier, qui avait menacé à l'époque les néoconservateurs de lâcher un peu le morceau sur les dessous des tenants aboutissants du 11 septembre si on continuait dans cette stratégie agressive des néoconservateurs, de bulldozer, contre-productive pour les. Donc là, on a remis par l'intermédiaire d'Obama, on a remis un peu de pommade, mais c'est la même. Monsieur K. De toute façon, ils sont tenus par des politiques de long terme. Donc les oligarchies restaient les mêmes. Simplement, ils ont considéré que maintenant, la voie soft, typiquement démocrate, est préférable à la voie dure, quelque sorte. Alors, pour revenir au film qui évoque cette stratégie d'attention, il y a
pas mal de films qui évoquent justement les années de plomb italiennes. Là aussi, beaucoup de films font la part belle à la vision simpliste qui est en vigueur. Bon, outre le romanzo criminal, qui a eu un certain succès dans la mouvance, qui est un film sympathique, qui évoque effectivement la manipulation de la banque de truands romains, la Maliana, par les services de l'État. On peut citer le magnifique film de Marco Bello, qui est ancien maoïste, Buongiorno Notte, et qui met en scène l'enlèvement d'Aldo Moro et surtout le microcosme mis en place par l'équipe des Brigades Rouges et toute la paranoïa qui va s'emparer d'eux à travers le visage d'une jeune femme, de Laura Barghati, qui avait écrit ces mots. Deuxième film, L'affaire des 5 lunes, avec Donna Sutherland, un film qui évoque là aussi les dessous, les tenants aboutissants de l'affaire Moro, et qui montre bien l'implication des centrales militaires, des services secrets, notamment de la CIA, avec la fameuse école de langue Hyperion, qui avait son siège à Paris, et qui était l'antenne de la CIA pour l'ensemble de l'Europe. D'accord. Monsieur K, peut-être une petite référence ? Oui, moi je recommande le film Il Divo, qui est une biographie encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, de Giulio Andreotti, qui était, on va dire, un des cœurs du système de ces centrales de pouvoir. Merci. Messieurs, merci beaucoup. C'était Méridien Zéro. Nous consacrions notre émission aux stratégies de l'attention avec Monsieur K et Pascal Lassalle. Vous pouvez retrouver la totalité des chroniques de Monsieur PGL ainsi que le podcast de l'émission sur méridienzéro.ofr.com et nous écrire à notre adresse habituelle zmeridien@yahoo.com. Pour nous dire des choses positives ou négatives. Nous lisons et répondons à tout. C'était le lieutenant Sturm à la barre. Bonne soirée, à très bientôt.